Quand j'ai appris que j'étais séropositive, donc c'est en 1987, c'est le début de l'épidémie. C'était l'épidémie qui venait des États-Unis, la communauté gay. Et donc c'était vraiment très très loin. On parle de l'invisibilité des femmes, mais à cette époque-là, c'était, on peut dire, déjà comme ça, et même encore plus. Je vivais avec quelqu'un qui était donc séropositif et qui est mort en 1994. Et c'est seulement après sa mort que j'ai pu en parler pour moi. Pourquoi j'ai dû attendre la mort de mon compagnon pour pouvoir en parler. Lui qui ignore ma maladie, enfin, comment moi je vis la maladie, enfin, tous ces rapports entre les hommes et les femmes, voilà. Moi, dès le début, en fait, je me suis rendu compte que les choses n'allaient pas se passer de la même manière pour moi, parce que j'étais une femme. C'était pas la même chose que pour les hommes que je voyais autour de moi, homosexuels ou pour les hommes hétérosexuels qui étaient toxicomanes ou anciens toxicomanes. Ça se passait différemment. Je suis perçue aussi différemment parce que je suis une femme. C'est dans ce sens-là que je dis, socialement, ça ne va pas se passer de la même manière pour moi. Après sa mort, j'ai voulu militer, donc, parce qu'il fallait que tout ça serve à quelque chose. Il y avait une commission femmes à ACT Paris. J'ai appris ça et 3 jours après, je poussais la porte d'ACT Paris. Je pouvais enfin dire je suis séropositive et je savais aussi pourquoi je voulais me battre, c'est-à-dire pour la place des femmes dans l'épidémie et la place des femmes dans la recherche particulièrement, pour avoir des réponses à mes questions. Reprendre la parole, c'est être écouté. Plus on parlera, plus on sera visible, plus on habituera les gens à voir les femmes dans l'épidémie et à voir toutes les femmes. Une maladie sexuellement transmissible, comme le sida, pour beaucoup de personnes, c'est encore la porte ouverte à toutes les discriminations. Dans la société, déjà, on sait que les femmes ont une place bien particulière et en fonction de leur statut et de leur situation, elles ont plus de difficultés à imposer, par exemple, des méthodes, des moyens de prévention. Imposer le préservatif, parler de la contamination, dire aussi qu'elles sont séropositives. On le voit au niveau des témoignages, la difficulté que ça représente de témoigner et de parler à visage découvert. C'est pas les femmes qui n'ont pas envie de parler, qui n'ont pas envie de le dire. C'est ce que leur renvoie la société et la peur, justement, d'être rejetée ou d'être mal perçue ou justement d'être discriminée. On a toujours repoussé les revendications des femmes, puisque d'un coup, on fait apparaître dans l'épidémie, je viens de dire, il y a 50%, plus de la moitié des personnes contaminées dans le monde sont des femmes. Mais si on regarde, on introduit la prévalence. La prévalence, c'est-à-dire, on commence à regarder en population. Et à chaque fois qu'on va parler du sida, ou que nous, les femmes, on va revendiquer quelque chose, on va nous renvoyer que la population la plus à risque, où il y a une prévalence plus importante du VIH, c'est les HSH. C'est la population homo, gay, mais aussi dedans, ça permet de mettre aussi les bisexuels. Et ensuite, c'est les migrants. Quand on dit les migrants, on ne prend même pas la peine de dire
les migrants et migrantes. On ne va pas se préoccuper particulièrement des femmes migrantes, on va se préoccuper des migrants. Ça donne encore, même aujourd'hui, une invisibilité complète des femmes. Les femmes sont quand même passées à travers toutes ces politiques de prévention. C'est-à-dire, on n'a pas tenu compte d'elles dans la prévention. Par exemple, un médecin qui va oublier de parler de la sexualité de ses patientes qui a plus de 50 ans, en plus si elle est mariée, tout ça, alors que lui aussi, il a à l'informer et à faire de la prévention. Mais seulement, ses représentations à lui, c'est... Elle a sûrement plus de sexualité, ou alors même si elle en a, c'est avec son mari, donc il n'y a pas de problème. Enfin, toutes ces représentations, la société, elle est encore dans ces représentations-là aujourd'hui. On va mettre énormément d'argent dans la recherche pour la prévention chez les gays, et très peu pour la prévention des femmes, comme les recherches sur les microbicides. Alors ça commence à évoluer, ça arrive maintenant. Le monde médical et de la recherche s'est préoccupé des femmes, justement, que dans le cadre de la transmission de la mère à l'enfant. Les femmes séropositives peuvent avoir des enfants sans risque de contaminer ou avec pratiquement aucun risque de contaminer l'enfant. Et ça, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de recherches et un travail énorme de fait sur ça. Alors c'est merveilleux, mais on n'est pas que des mères, on est aussi des femmes. On est juste à l'arrivée des trithérapies. C'est merveilleux au début, mais très vite on s'aperçoit que le revers de la médaille, c'est les effets indésirables des traitements. Mon corps se transforme en quelques mois, au début d'un traitement. Mon corps se masculinise, c'est pas normal, alors que les hommes de l'autre côté, eux, ils vont avoir une autre réaction par rapport au traitement. Et je dois convaincre mon médecin que c'est pas normal. Et le médecin, à ce moment-là, va avoir envie de me renvoyer. Ah oui, mais vous, les femmes, avec votre corps, avec votre physique, et puis faites un petit régime. Vous, les femmes, vous aimez ça, les régimes. Voilà à quoi je suis confrontée. Quelques années plus tard, j'ai des douleurs dans la poitrine. Comme pour moi, je suis toujours dans ce processus de information égale pouvoir, je sais déjà que j'ai entendu parler de choses par rapport aux maladies cardiovasculaires, etc. Donc j'insiste auprès de mon médecin en lui disant « mais il y a ces douleurs dans la poitrine, je suis pas bien, je suis fatiguée, etc. etc. » Et mon médecin me renvoie à plusieurs reprises « c'est des crises d'angoisse, c'est des crises d'angoisse ». Un homme qui vient se plaindre d'une douleur dans la poitrine, on lui, instantanément, on pense à des problèmes cardiaques, on l'envoie chez un cardiologue, aux urgences, n'importe quoi. Et moi, parce que j'étais une femme, c'était forcément des crises d'angoisse. Alors que j'avais des problèmes cardiovasculaires et que quelques semaines après, j'ai fait un infarctus. Il y a comme ça des tas d'exemples qui, à chaque fois, m'obligeaient à me défendre 2 fois plus pour faire entendre à mon médecin qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que j'étais une femme. Et aussi, pourquoi la recherche médicale ne regarde pas justement ce qui se passe pour les femmes et pour les hommes. C'est-à-dire que nous, les femmes, on a testé les médicaments sur le modèle des hommes, puisque la recherche, les essais étaient faits majoritairement sur... Quand on interpellait les médecins sur ça, ou les chercheurs, ou les laboratoires pharmaceutiques, eh bien on nous répondait, mais c'est compliqué parce que s'il y a des femmes, ça va fausser les données. Donc, fausser les données, ça voulait dire qu'ils s'attendaient à ce que les données ne soient pas pareilles. Mais ça compliquait les choses pour eux. Donc, on préférait tester les médicaments sur les hommes. Puis nous, les femmes, on les prenait comme ça. Alors, si on regarde, dans le monde aujourd'hui, il y a plus de femmes contaminées que d'hommes. Encore aujourd'hui, on est obligé de se battre pour avoir des résultats d'études ou des publications genrées. La prise en compte dans
des femmes dans l'épidémie, c'est aussi permettre aux femmes séropositives de vivre mieux avec la maladie, mais c'est aussi permettre de parler à toutes les femmes et leur dire tout le monde est concerné. De parler aux politiques, de dire aux politiques nous existons. Enfin, c'est vraiment ça. Aux institutions, à la recherche, dire on est là. Nous existons. Nous existons.